par rapport à un sujet qu'on peut peut-être penser être périphérique au débat sur la réglementation québécoise à proprement parler, mais étant donné qu'on parle beaucoup du rôle régional du Québec dans la transition énergétique, la batterie du Nord-Est, dans le plan pour une économie verte, le PEV que le gouvernement a présenté l'automne dernier, il y a toute une section pour justement mettre l'emphase sur les possibilités d'exporter et de contribuer à la décarbonation de nos voisins. C'est, je crois, important de réfléchir à ce rôle-là dans le cadre de notre propre réglementation et de voir si la batterie du Nord-Est qui est évoquée le plus souvent, est-ce qu'il est possible de la mettre en œuvre telle que pensée, ou est-ce qu'il ne faudrait pas justement repenser à la réglementation, oui, mais au-delà de la réglementation, peut-être l'organisation des marchés. Alors, c'est quelque chose de peut-être plus fondamental, mais qui touche plusieurs aspects de réglementation aussi. Cette image que vous voyez, elle est tirée du rapport, pas du rapport annuel, mais du plan stratégique d'Hydro-Québec, le plan stratégique 2020-2024 que oui, Hydro-Québec est en train de revoir actuellement, mais je doute qu'ils mettent complètement de côté cette idée de jouer un rôle de batterie dans le Nord-Est. Surtout quand on voit l'ardeur avec laquelle Hydro-Québec est actif sur le marché new-yorkais, le marché de la Nouvelle-Angleterre, pour justement signer des contrats à long terme et mettre de l'avant la possibilité de jouer ce rôle de batterie. Comme vous le voyez, donc, Hydro-Québec exporte beaucoup d'énergie chez nos voisins, en Ontario, à New York, en Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-Angleterre étant le plus gros marché à l'heure actuelle, mais aussi dans les provinces atlantiques, le Nouveau-Brunswick et même jusque en Nouvelle-Écosse, il y a des exportations d'Hydro-Québec qui sont là. Le mot batterie est souvent utilisé et on va revenir sur le mot batterie, mais il y a effectivement une complémentarité, et c'est là-dessus que le Québec a un rôle très important, une complémentarité à envisager dans les systèmes énergétiques du Québec et de nos voisins. Ici, vous voyez les 5 territoires voisins du Québec, New York, Nouvelle-Angleterre, les provinces atlantiques, le Québec et l'Ontario. Vous voyez les capacités de production électrique chez nos voisins. Et vous voyez aussi jusqu'à quel point entre 90 et 2017, il y a eu une évolution. Le charbon est sorti du mix électrique de New York, de la Nouvelle-Angleterre et de l'Ontario dans les 25 dernières années. Même chose pour le pétrole. Vous voyez, et je m'excuse d'avoir gardé le mot en anglais oil dans ce graphique-là, mais le pétrole, vous voyez, est encore très présent en 90 en New York, en Nouvelle-Angleterre, surtout, et même dans les provinces atlantiques, et il a à toute fin pratique disparu de la production d'électricité. Et ça a été largement remplacé par du gaz naturel, un petit peu d'éolien et, dans le cas de l'Ontario, par davantage de nucléaire. Arrive dans les 20 à 30 prochaines années, c'est forcément la fin du gaz naturel dans le secteur électrique parce que New York est très clair là-dessus. Ils veulent décarboner leur secteur électrique. La Nouvelle-Angleterre est aussi très agressive là-dessus. Ils ont un marché du carbone pour le secteur électrique qui va sortir, qui va en tout cas mettre une pression à la baisse sur le gaz naturel. Et donc, il y aura davantage d'éolien qui va être forcément mis de l'avant. On pense déjà au parc éolien extra-côtier que New York et la Nouvelle-Angleterre mettent de l'avant. Et c'est dans ce contexte-là que l'hydroélectricité québécoise et ses barrages peuvent jouer un certain rôle de batterie, ou du moins un certain rôle d'échange pour venir approvisionner nos voisins en énergie. Le mot batterie, je veux y revenir là-dessus parce que les batteries qu'on utilise tous les jours, c'est ce que j'ai mis, l'image qui est là, c'est souvent pas rechargeable, difficilement recyclable, c'est toxique et surtout, dans le contexte réglementaire, l'image qui nous vient peut-être le plus et qui est le plus pertinent, c'est que il y a différents formats qui sont souvent incompatibles les uns avec les autres. Alors, il faut faire attention avec l'image du mot batterie, l'usage du mot batterie et l'image que ça représente parce que c'est pas forcément des choses positives, mais par ailleurs, ça a des aspects éminemment désirables. C'est de l'énergie sur demande, c'est du stockage, c'est ce que l'hydroélectricité québécoise peut proposer à nos voisins.
Et si on veut contribuer à la décarbonation chez nos voisins, eh bien, oui, la complémentarité que j'ai évoquée ici de l'hydroélectricité, elle est extrêmement importante, elle peut être fondamentale. Par contre, il y a des problèmes. À partir de nos voisins, ce sont 5 régions, l'Ontario, la Nouvelle-Angleterre, le New York et les provinces atlantiques, 5 régions, et le Québec, c'est la 5e, qui ont 5 marchés électriques complètement différents, pas de planification commune et surtout peu d'intégration institutionnelle. Les institutions réglementaires et de fonctionnement des marchés sont complètement différentes entre ces 5 régions-là. Alors que, on le sait, pour jouer un rôle régional, pour faciliter les échanges, eh bien, des institutions plus communes joueraient un très grand rôle. Le concept de batterie, je l'ai évoqué, c'est basé sur cette idée d'avoir une production éolienne ou solaire qui est utilisée lorsqu'elle est disponible. Donc là, si on veut jouer un rôle de batterie, c'est parce que la prémisse, c'est qu'on aurait une production éolienne et solaire qui serait utilisée lorsqu'elle est disponible et qui permet de conserver l'eau dans les réservoirs pour ensuite, dès que la production intermittente cesse, que l'eau qu'on a gardée dans les réservoirs soit turbinée et que l'électricité puisse répondre à la demande dans ces moments-là. Donc ça, c'est le concept de batterie. C'est un concept qui est connu de manière générale, mais dans le cas d'hydroélectricité du Québec, c'est exactement ça que l'on voudrait mettre de l'avant. Et les avantages que ça a, c'est que ça permet d'avoir beaucoup moins de délestage éolien et solaire dans la région parce que on sait qu'on va la prioriser dès qu'on est disponible. On a plus de possibilités d'intégrer ces sources d'énergie au Québec ou dans la région parce que justement, on peut utiliser cette complémentarité-là. Et ça, c'est le concept de batterie. Maintenant, et je vais arriver rapidement aux enjeux, il y a des enjeux réglementaires et commerciaux dans le marché du Québec, chez nos marchés voisins, qui vont faire en sorte que ça peut poser des problèmes. Le marché du Québec n'est pas conçu pour jouer ce rôle de batterie-là, ou même avoir davantage d'énergie éolienne ou solaire qui pourrait servir directement à des consommateurs ou à être exportés. Donc, on a une impossibilité pour des producteurs éoliens ou solaires de vendre directement à des consommateurs ou même d'exporter directement, et ça pose problème. On a aussi une structure tarifaire chez HQD, Hydro-Québec Distribution, qui la rend financièrement vulnérable à une autoproduction éolienne et solaire, ce qu'on appelle la spirale de la mort, ce qui n'est pas directement un sujet régional, qui un jour pourrait être un sujet québécois. On l'a déjà évoqué, même M. Martel, l'ancien PDG de Hydro-Québec, l'avait évoqué lui-même. Et mon collègue Sylvain Odette va en parler un peu plus dans les défis d'intégration des énergies renouvelables distribuées, des énergies distribuées. Comment est-ce qu'on peut les intégrer là? Mais c'est un enjeu qui est connexe à l'enjeu de la pénétration des énergies solaires et éoliennes dans le secteur. Et aussi, nos marchés voisins, aujourd'hui, ne sont pas conçus pour le rôle de batterie. On le voit, les contrats qu'Hydro-Québec signe aujourd'hui, ce sont des contrats d'exportation, pas des contrats d'achat d'électricité hydroélectrique quand il n'y a pas d'éolienne et de revente d'électricité éolienne quand ils ont des surplus. Donc, le concept même de batterie où on achète et on revend et avec des accords bidirectionnels d'achat et de revente, ce n'est pas la manière dont les marchés aujourd'hui sont conçus pour opérer avec une batterie du Nord-Est telle que, en fait, l'image Hydro-Québec l'évoque, mais dont on est encore très, très loin dans les faits parce que le marché québécois n'est pas conçu pour ça et les marchés de voisins ne sont pas conçus pour ça. Et on a aussi tous les services d'équilibrage qui sont associés aux services auxiliaires, qui sont en fait très locaux, qui sont peu ouverts à la concurrence. Au Québec, ils sont en fait complètement fermés. Ils sont complètement fermés à d'autres acteurs. Alors que chez nos voisins, ils sont un peu plus ouverts et ceux qui ont des solutions de services auxiliaires peuvent les offrir. Et là, encore une fois, si Hydro-Québec veut jouer un rôle d'équilibrage, et c'est un petit peu l'idée de la batterie, c'est ce rôle d'équilibrage, il faudra qu'il puisse aussi jouer dans ces marchés-là. Ces marchés, en plus des marchés en temps réel, mais plus qu'en temps réel, c'est des marchés à très, très faible horizon. Ces marchés-là ont tendance à s'ouvrir. Hydro-Québec n'a pas encore un accès direct à ces marchés-là. Souvent, s'il voulait jouer dans le marché real-time, le rôle qu'il pourrait
pleinement jouer, et même dans les services auxiliaires, le rôle qu'il pourrait pleinement jouer à certains égards, eh bien, il faudrait des réformes chez nos voisins et chez nous. On a un ensemble d'enjeux québécois qui se posent par rapport à ce rôle régional. C'est des enjeux qui sont à la fois généraux, mais qui peuvent être des obstacles importants à un vrai rôle québécois dans la transition énergétique régionale et peut-être même jusqu'à un certain point dans notre propre transition énergétique au Québec. Le premier enjeu québécois, je dirais, c'est les données très peu transparentes en termes de consommation d'électricité, de pointe d'électricité. Quand je parle de consommation, je parle de consommation horaire à l'échelle du Québec ou même l'échelle régionale. Combien est-ce qu'on consomme d'électricité maintenant, au moment où on se parle? Il n'y a que Hydro-Québec qui le sait. La pointe, même chose, on a qu'une très vague idée de quelle est la pointe annuelle et on ne la connaît que bien plus tard, une fois par an, quand dans le rapport annuel Hydro-Québec la publie. Ou dans certains documents de la Régie de l'énergie quand elle est divulguée à ce niveau-là. Quelle est la production? Ce sont des données difficilement accessibles. Quand on parle de transparence, c'est beaucoup de gens vont s'entendre pour dire que c'est très important dans les marchés, qu'ils soient réglementés ou pas, pour avoir de la confiance et de légitimité des acteurs pour qu'on ait une pleine confiance d'action. Un autre enjeu québécois par rapport à nos voisins, c'est l'intégration de la compagnie principalement impliquée dans le secteur électrique au Québec, qui est intégrée au niveau de la production, de la transmission et de la distribution. Et alors que nos voisins immédiats sont organisés de manière complètement différente en termes de production d'électricité, transmission, opération du système et de distribution. Ils ont plusieurs producteurs, ils ont un opérateur du système qui est indépendant, autant en Ontario, en Nouvelle-Angleterre qu'à New York. Donc, ils ont des opérateurs de système indépendants, ils ont un ou plusieurs propriétaires du réseau de transmission et ils ont des compagnies de distribution, et M. Kaufmann va revenir là-dessus, qui sont dans la plupart des cas complètement indépendantes des producteurs. Ça peut arriver qu'il y ait certaines compagnies de distribution qui aient de la production, mais c'est très peu, c'est beaucoup moins courant. Ce qui fait en bout de ligne que avec cette asymétrie dans l'organisation de nos secteurs, eh bien, on est souvent très mal perçu chez nos voisins. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette perception problématique que nos voisins ont du Québec, mais pensez au Labrador et l'amour qu'ils portent au Québec, à Hydro-Québec, face au contrat des chutes Churchill. Pensez à l'Ontario et au dernier refus que Doug Ford a signifié à Hydro-Québec et à François Legault pour considérer d'éventuels achats d'hydroélectricité supplémentaire. Pensez au refus net que le Nouveau-Brunswick a donné à Hydro-Québec lorsque Hydro-Québec a voulu racheter Énergie Nouveau-Brunswick. Pensez à tous les problèmes qu'on a eu au New Hampshire pour finalement aller dans le Maine et avoir finalement reçu l'accord présidentiel pour cette ligne, la nouvelle ligne, le New England Clean Energy Connect, qui va permettre à Hydro-Québec de vendre au Massachusetts. Mais il y avait des enjeux, notamment le référendum qui aurait pu avoir lieu, qui a finalement été jugé inconstitutionnel, mais qui aurait été Et à New York, c'est loin d'être gagné. Il y a plusieurs obstacles encore pour aller chez nos voisins. Et ce qui contribue à cette perception du Québec qui est souvent malheureusement négative, c'est justement l'idée que nous avons un joueur extrêmement puissant qui est de façon très factuelle complètement asymétrique par rapport au marché voisin. Et donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut réalistement réfléchir et envisager un rôle de batterie du Nord-Est et donc un rôle dans la transition énergétique régionale pour le Québec avec des tels enjeux dont plusieurs se situent dans la réglementation québécoise. Donc, les questions sur lesquelles j'aimerais vous laisser et sur lesquelles on pourra revenir dans les discussions de demain et de vendredi, c'est comment s'adapter pour réaliser notre rôle régional. Est-ce que la transition énergétique n'implique-t-elle pas aussi une transition dans nos approches, dans nos institutions, dans les structures, dans la réglementation des marchés? On parle de transition énergétique, mais il faudrait probablement avoir une transition plus globale, étant donné l'ampleur de ce qui est à réaliser. Et en fait, le modèle des 75 dernières années, est-il le bon modèle pour les 75 prochaines années? Alors, ce sont évidemment des réflexions très larges qui
qui dépassent uniquement le cadre du Québec, mais qui doivent, à mon avis, être posées parce que le Québec se donne explicitement ce rôle de batterie du Nord-Est. Autant le gouvernement qu'Hydro-Québec et beaucoup de Québécois pensent que nous pouvons jouer ce rôle-là. Mais si nous voulons jouer ce rôle-là, il faut se rendre compte des enjeux réglementaires et d'organisation de marché que nous avons entre nous et nos voisins. Je n'en ai pas fait une liste exhaustive et elle reste probablement à faire, cette liste-là, mais ce sont des éléments à mettre sur la table parce qu'il y a des éléments de réflexion à continuer à avoir. Donc, j'ai pris peut-être un petit peu moins de temps que le temps qui m'était alloué et je suis content, mais en fait, peut-être pas. J'ai pris mes 15 minutes. Je vais tout de suite laisser la place à Sylvain Odette, qui est aussi professeur à HEC Montréal et membre de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Sylvain, la parole est à toi et la période de questions va suivre par la suite. Olivier, je te rassure, je pense que tu as exactement entré dans ton temps. Exactement. Donc, c'est parfait. Oui, je vais partager mon écran. OK. Donc, j'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Alors, donc évidemment, comme Pierre-Olivier, on parle plus du volet 1, on parle plus de la réglementation des marchés ici. Et puis, on m'a demandé de préparer un peu une mise en bouche pour les débats qu'on va avoir au niveau demain, là, dans le volet 1, dans les tables rondes. Et un sujet un peu plus précis, c'est l'avènement des véhicules électriques ou l'électrification des transports et aussi les technologies décentralisées. Je pense que c'est important de rappeler, je pense que Jocelyn, M. Dumas l'a mentionné au début, il y a peu d'industries, on peut dire d'entrée de jeu qu'il y a peu d'industries qui existent dans le monde qui ne sont pas réglementées du tout. Hein. Je veux dire, le mot réglementation, vous l'avez vu, les appareils sont réglementés, il y a toujours un peu de réglementation. Par contre, il y a aussi peu d'industries, c'est la minorité, où les marchés voient leur prix ou leurs tarifs, là, si on utilise le terme tarif, mais leurs prix qui sont réglementés. C'est-à-dire qu'il y a un organisme externe qui va venir fixer un prix et les conditions qui viennent aussi avec ça. Et évidemment, les tarifs de distribution d'électricité sont réglementés au Québec, et pas seulement au Québec, même le transport, la distribution d'électricité sont réglementés un peu partout dans le monde. M. Dumas l'a mentionné un peu les raisons pour lesquelles on était rendu là. Donc, le modèle classique en situation de droit exclusif, avec un mot-clé que vous avez vu dans l'article 5 là, que M. Dumas a présenté tout à l'heure, l'intérêt public. Donc, on donne un droit exclusif. On pense que c'est dans l'intérêt public d'offrir un service public. J'insiste beaucoup sur ces mots-là quand on va avoir la réflexion. Donc, est-ce que de donner un droit exclusif, c'est dans l'intérêt public? Et est-ce que le service qu'on va offrir doit être un service public? Donc, droit exclusif, intérêt public, service public, ce sont des concepts quand même qui sont importants quand on réfléchit à est-ce que le modèle réglementaire actuel fonctionne ou pas. La distribution d'électricité, les tarifs sont réglementés, mais les conditions de service aussi sont réglementées. Il ne faut pas oublier que quand on est dans un univers réglementé, on va aussi réglementer les conditions de ce service-là. Donc, oui, on donne un droit exclusif, on pense que c'est dans l'intérêt public de le faire, et on pense que c'est un service public et les tarifs doivent être justes et raisonnables, comme on dit tantôt, mais les conditions de service aussi doivent être là. Et là, c'est pour ça qu'on a un cadre légal avec des lois, des règlements et des décrets. Donc, une des questions qu'on va se poser dans le cadre de ces journées-là, c'est est-ce que le modèle classique, il est adapté? C'est une question générale qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il est adapté, en fait, à l'avènement des véhicules électriques que dans les slides que vous voyez, c'est VE, et les technologies décentralisées. Donc, vous avez une petite image à gauche là, de bornes de recharge, le circuit électrique et ChargePoint, évidemment, il y a plusieurs compagnies. Et vous avez à droite un panneau solaire ou de la production décentralisée avec petite organisation de l'infrastructure à l'intérieur d'une maison que ça requiert. Et ici, il y a même une batterie Tesla dans la petite image que je vous présente. Donc, le modèle classique est-il adapté aux véhicules électriques ou aux technologies décentralisées qui sont
proches d'arriver ou qui vont arriver. Évidemment, les véhicules électriques, c'est déjà là, c'est déjà arrivé, on l'a mentionné. Les technologies décentralisées, c'est plus quelque chose qu'on va peut-être voir apparaître un peu plus tard au Québec, mais quand même, ce sont des choses qu'il faut déjà commencer à prévoir. À la base, on considère que c'est un service public, donc la distribution d'électricité au Québec, on a un abonnement. Je veux dire, on a considéré à l'époque que c'était important que tout le monde ait accès à ce service public-là, et on a mis des compteurs, bien, voici, pour avoir accès à ce service public-là, vous allez devoir payer un tarif. Ce tarif-là, je n'ai pas besoin de vous mentionner, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes des gens qui connaissez bien le secteur de l'énergie. On peut le tarifer, on peut demander un prix, on peut tarifer en échange de ce service rendu-là, on peut demander en fonction un prix ou un tarif en fonction de la demande, ou on pourrait aussi demander en fonction des volumes. Donc, partout dans le monde, le modèle classique, on joue un peu avec une tarification selon la demande ou une tarification selon le volume. Traditionnellement, on a des tarifs qui disaient, bien, quel est le kilowattheure, quelle est la puissance, quel est le kilowattheure qui est requis, soit pour les véhicules électriques ou la technologie décentralisée, et quel est le volume que vous allez consommer. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau. Ce qu'on voit apparaître de plus en plus avec ces technologies-là, les véhicules électriques, éventuellement, qui peuvent servir même de batterie, si j'utilise le terme de Pierre-Olivier, c'est qu'on pourrait peut-être voir aussi que cet abonnement-là va nous permettre d'avoir accès à un service public, non seulement sur ce que je requiers, le kilowatt, je m'excuse, requis, mais aussi le kilowatt que je peux fournir à un moment donné dans le temps. Donc, je dirais que la deuxième ligne de cet acétate-là, c'est un peu ça qui fait qu'on a un débat aujourd'hui, qu'on dit peut-être que le modèle classique n'est pas aussi bien adapté à l'accès à un service public au niveau du kilowattheure que je peux fournir, moi, en tant que client. Et évidemment, le kilowattheure, je peux aussi le consommer, mais je peux aussi le livrer. Donc, l'abonnement au service public, dans le futur, va toujours rester selon la demande et le volume, mais on va plus avoir maintenant le kilowatt requis ou le kilowatt fourni et le volume consommé versus celui que je peux moi-même livrer sur le réseau. L'autre chose qui remet en question le modèle classique, c'est, ça veut-tu dire que si maintenant on n'a pas une consommation seulement dans un sens et des fois on peut livrer, comme on dit tantôt, on peut consommer, on peut livrer, on a une puissance requise ou on peut fournir une puissance, bien, elle va venir de où, ça? On est habitué d'avoir des emplacements fixes, des résidences, des commerces, des industries qui ont un compteur et puis qui disent voici ce que j'ai besoin, et puis ça s'en va dans un sens. Le modèle classique va de la production, transport, distribution, et puis tout va bien dans ce merveilleux monde de l'énergie. Sauf qu'on se rend compte avec l'avènement des véhicules électriques que cette consommation-là d'électricité et même éventuellement peut-être même la part de l'électricité livrée éventuellement, se décentralise aussi. Donc, la majorité, en ce moment, on pense que 90% de la consommation et de la puissance requise pour les véhicules électriques va se faire à la maison, au travail ou à la maison, dans des lieux fixes. Déjà, si c'est au travail, ça peut être un enjeu parce que là, bon, si c'est au travail, c'est quel type de borne qu'on va avoir? Est-ce qu'on devrait donner ça aussi au service? Est-ce que c'est un service public ou est-ce que c'est un service privé? Déjà, c'est un premier enjeu. Et évidemment, il y a toute la question des lieux publics. Dire, demain matin, comment est-ce que je tarifie le fait que je peux aller consommer et exiger une puissance sur le réseau du service public un peu partout, pas seulement chez moi, comme je suis habitué de le faire. Donc, évidemment, ça soulève un paquet de questions. Je soulève plus de questions que de réponses parce que c'est ça l'objectif ici. Mais déjà, kilowattheure requis versus kilowatt requis versus kilowatt fourni, un premier niveau de questionnement. Est-ce que le service d'abonnement qu'on a en ce moment est fait pour ça? Volume consommé versus kilowattheure consommé versus kilowattheure livré, est-ce que le système est fait pour ça? Le lieu, l'endroit où on va consommer la puissance ou le kilowattheure, le kilowatt ou le kilowattheure,
ça vient un peu ébranler aussi ce modèle classique-là au niveau des véhicules électriques, le déploiement des véhicules électriques. L'autre considération, évidemment, c'est que le client, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut avoir son véhicule rechargé le plus rapidement possible. Donc, évidemment, pour faire ça, en ce moment, on a des technologies. Et puis, certaines technologies vont aller en haut d'un seuil de puissance de 50 kW. Ceux qui connaissent bien le débat qu'ils ont eu à la régie là-dessus, c'est que là, si je dépasse un seuil de 50 kW, je ne suis plus vraiment dans un tarif domestique classique. Ailleurs dans le monde, le seuil est beaucoup plus bas que ça. On est à 7, 8, 10 kW habituellement si on parle de l'Europe. Mais là, ça veut dire qu'il va y avoir une pression pour que le déploiement de ces véhicules électriques-là, pour qu'il se réalise vraiment, il va falloir qu'on soit capable de comparer la consommation de kilowattheure un peu à ce qu'on est habitué de faire avec nos véhicules en ce moment, les litres d'essence. Il va falloir que le temps requis pour répondre aux besoins réels, qui est de se déplacer d'un point A au point B, il ne soit pas beaucoup plus long. Sinon, il y a des grands risques que ça ne fonctionnera pas tant que ça, tout l'avènement de l'électrification des transports. En ce moment, on a avancé là-dedans. On a le tarif DP, qui est le tarif domestique de puissance, ou le tarif des bornes de recharge qui a été déposé à la régie déjà il y a 2 ans. Et il y a le tarif domestique. Les gens qui, on l'a vu tout à l'heure, la plupart des gens vont recharger à la maison. Ben, il est à 2 paliers. On a une charge fixe, puis on a le premier palier domestique qui est moins cher, puis le deuxième palier qui est plus cher. Et évidemment, si vous êtes à la maison et que vous avez un chauffage électrique, vous allez probablement passer plus rapidement au deuxième palier si vous avez un véhicule électrique, que vous êtes au gaz naturel. Donc, il y a quand même des considérations à tenir en compte quand on parle de la tarification pour le déploiement des véhicules électriques, qu'on va pouvoir évidemment discuter. L'autre question fondamentale par rapport au modèle classique de distribuer de l'électricité ou redistribuer de l'électricité, c'est que les lois actuelles sont adaptées justement pour permettre à des joueurs de dire, ben moi, vous pouvez venir chez moi et je vais vous vendre de l'électricité ou revendre de l'électricité. Je deviens un peu un redistributeur. Est-ce que ce redistributeur doit être dans un niveau réglementé? Il doit être déréglementé? Est-ce que les conditions de service doivent être réglementées? Toutes des questions, évidemment, qui se posent. Donc, évidemment, en ce moment, les gens qui veulent s'installer des bornes de recharge publiques ont accès à un tarif de borne de recharge qui fonctionne en fonction, encore une fois, des kilowatts, de la borne de recharge que vous avez. Circuit électrique, on sait, c'est Hydro-Québec qui est derrière ça, Heavy Duty, ChargePoint, Tesla qui veut développer des concepts aux États-Unis, donc c'est carrément des stations-service. En ce moment, les clients, vous savez, se plaignent un peu que la manière qu'on tarifie au Québec en fonction du temps passé au lieu du kilowattheure réel que je mets dans mon véhicule, ça amène des préoccupations. Si vous avez écouté l'émission La Facture cette semaine, vous avez vu que c'est une des préoccupations les plus importantes qu'on a ici au Québec en ce moment. La manière qu'on retarif, qu'on redistribue l'électricité dans ces fameux bornes de recharge-là. Donc, beaucoup d'enjeux. Je vous mets ici un exemple d'enjeux qui vont peut-être même rentrer en contradiction avec les enjeux qu'on va voir pour la technologie décentralisée. Ça, c'est une convention sur les Utility Electric Vehicles à Atlanta qui a eu lieu, puis on dit, ben c'est quoi finalement que les distributeurs devraient tenter de faire, ou même les organismes de réglementation devraient tenter de faire pour favoriser le développement des véhicules électriques ou le déploiement des véhicules électriques dans une juridiction. Ce qu'ils ont dit, ils disent, par exemple, il faudrait s'assurer que la recharge est toujours moins chère que l'essence. Donc, c'est une des revendications qu'ils avaient. Est-ce que c'est une considération qu'on devrait avoir au Québec aussi? Ce n'est pas un gros problème dans notre cas, mais ailleurs, c'est une considération qu'ils avaient. Il devrait y avoir des tarifs dédiés. Donc, vraiment, il faudrait vraiment qu'il y ait des tarifs qui sont dédiés parce que ce n'est pas du tout pour déployer les véhicules électriques, il faudrait que ce soit des tarifs dédiés. Il faudrait que la tarification soit dynamique. Bon, déjà, c'est quelque chose qu'on discute au Québec, mais c'est une revendication des gens qui croient qu'on devrait s'en aller vers une réforme réglementaire. Selon eux, on ne devrait pas avoir des frais fixes élevés. Parce que lorsqu'on fait des frais fixes élevés, on va décourager le déploiement. Évidemment, ça va à l'encontre d'un principe de causalité des coûts, ça.
on devrait avoir une approche volumétrique, au moins jusqu'à l'arrivée de la maturité du marché. Et après ça, on pourrait revoir cette idée. Donc, je vous laisse là-dessus. Évidemment, on va pouvoir en reparler, mais retenez que beaucoup de ces éléments-là remettent en question certains des fondements même des contextes réglementaires qu'on a au Québec. Maintenant, technologie décentralisée, encore une fois, avec le principe d'abonnement. Vous avez un dessin ici qui est tiré du site d'Hydro-Québec, où on a Hydro-Québec qui installe un compteur, un réseau de distribution. De l'autre côté, il y a le client qui va installer sa propre infrastructure énergétique. J'utilise le mot infrastructure énergétique parce que c'est un mini réseau de redistribution qui s'installe chez lui. Cette partie-là, chez le client, Hydro-Québec ne s'en mêle pas. Il n'y a pas de conditions de service associées, il n'y a pas de tarification associée, c'est le marché libre. Par contre, à droite, le compteur, le réseau, ben là, il y a des tarifs qui doivent être associés, qui peuvent encourager ou décourager l'installation à l'intérieur de la maison d'un ondulateur, un panneau voltaïque ou une batterie, j'utilise le terme batterie un peu comme Pierre-Olivier le fait. Donc, évidemment, l'interaction entre les deux est très importante. Sauf que, et ça, on ne va pas le voir en détail, mais on voit sur le site d'Hydro-Québec, Hydro-Québec Distribution se dit, écoute, moi, là, c'est pas moi qui me mêle là, à gauche, je ne me mêle pas de ça. Donc, si vous avez des problèmes, puis je suis sûr qu'Hydro-Québec Distribution reçoit des plaintes face à des installateurs, Hydro-Québec n'a aucunement associé à quelque entreprise de vente, de distribution, de fabrication, d'installation d'équipements solaires et n'est aucunement responsable de l'installation d'entretien de ces équipements. Donc, c'est sûr que même si c'est un marché qui n'est pas réglementé en ce moment, est-ce que dans l'intérêt public, il faudrait avoir une certaine forme de réglementation, même au niveau de la production décentralisée? C'est une question qui se pose un peu partout d'ailleurs. Sylvain, 2 minutes, il faut conclure en 2 minutes. Donc, les exemples de revendications qu'on voit dans les technologies décentralisées, il y a des gens qui disent que, et là, je vous ai mis les articles, on devrait avoir des tarifs et prix selon l'emplacement géographique parce que le réseau de distribution varie. On devrait avoir des prix dynamiques. On devrait augmenter les frais fixes. Vous voyez, c'est le contraire de déploiement des véhicules électriques ici. On devrait favoriser le placement ciblé de panneaux solaires et de stockage dans le réseau de distribution. On devrait réduire les écarts par rapport au principe de causalité des coûts des prosumers, des gens qui produisent l'électricité. Donc, la causalité des coûts qui est très présente dans la loi de la régie devrait être un peu moins prise en compte. Donc, c'est aussi des enjeux importants. Donc, les débats à venir qu'on a quand on parle de l'électrification des véhicules et technologies décentralisées, c'est le rôle des services publics du monopole dans le déploiement de ces infrastructures-là. Les tarifs, selon la causalité des coûts, est-ce qu'il faut les suivre à la lettre ou on peut en déroger? L'uniformité du territoire, est-ce qu'il faut remettre ça en question? C'est un principe fondamental dans la loi actuelle qu'on a. La tarification à l'usage, est-ce qu'on peut ouvrir encore plus la tarification à l'usage qu'on a déjà commencé, par exemple, dans la crypto-monnaie? L'intégration des coûts des externalités, on en a parlé tout à l'heure. Et plus, par exemple, Pierre-Olivier en a parlé tantôt, un service d'équilibrage. Est-ce qu'on ne devrait même pas aller voir l'idée d'offrir un service d'équilibrage, un service public d'équilibrage pour les gens qui veulent installer leur véhicule électrique? Et là, vous avez, je termine avec ça, qui résume pas mal bien les enjeux qu'on a. C'est-à-dire que selon les analyses dans le dossier le 4060-2018 sur les bornes de recharge, on prévoit que les gens vont charger leur véhicule entre 17h et 22h le soir. Évidemment, avec les tarifs actuels, ça va créer un gros problème. On va parler de 2000 MW de puissance supplémentaire. En hiver, ça va être un problème majeur. Et la causalité des coûts en ce moment, elle n'est pas reflétée, notamment par l'idée peut-être d'avoir des tarifs selon la puissance ou en fonction de l'heure, en fonction du territoire. Ça peut être un enjeu quand même assez important. Donc, on vous laisse sur ces questions-là. Évidemment, on va avoir la chance d'en reparler amplement demain. S'il y en a qui ont des questions tantôt, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Sylvain. On va passer à Étienne Saint-Cyr, chef expertise énergétique chez Hydro-Québec Distribution, pour nous parler d'enjeux dans les maisons et de la réglementation dans les maisons. Étienne, tu peux partager ton écran et utiliser les 15 prochaines minutes pour toi.
Merci Pierre-Olivier. J'espère que mon écran s'affiche bien. Oui, Parfait, bien. merci beaucoup. Donc, merci Sylvain également de la présentation des sujets qui nous touchent également. Je vais être rapide et efficace dans ma présentation et je vais me concentrer vraiment dans le domaine plus résidentiel, mais évidemment, si vous avez des questions sur les autres domaines, je serai très, très ouvert à aller dans ce sens-là également. Donc, ça se fait une réflexion sur une approche réglementaire innovante, un peu sortir des sentiers battus, et je vous présente ça rapidement. Donc, voilà. OK, quelle approche privilégier maintenant? Donc, au niveau du parc existant, l'accès est difficile. On a parlé tout à l'heure un peu des objectifs au niveau de la réglementation visant la cotation énergétique. On en a glissé un mot au niveau de ce que New York a fait. Je vais laisser ça de côté pour l'instant et me concentrer surtout sur les nouvelles constructions. Parce que, évidemment, dans le bâtiment existant, l'approche est difficile, mais est quand même faisable. Et les activités de cotation qu'on a fait référence vont toucher à ça. Et j'espère que ça va être rempli de succès dans les prochaines années et qu'on va pouvoir bâtir justement des meilleurs bâtiments, du moins opérer des bâtiments encore plus efficacement dans le futur. Mais pour la nouvelle construction, je pense que Geneviève l'a mentionné, quand on construit, on a une construction qui va durer 40, 50, voire 100 ans. Et le marché est quand même rempli d'opportunités technologiques. Sylvain faisait référence aux technologies décentralisées. Moi, j'aime mieux utiliser le mot de ressources énergétiques décentralisées, mais bref, les deux concepts sont les mêmes. Mais d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je dis, au niveau de l'enveloppe, je pense qu'on fait déjà bien. On pourrait faire mieux, mais je ne veux pas vraiment aller dans ce sens-là aujourd'hui parce que l'enveloppe, c'est l'enveloppe des bâtiments qui soient résidentiels ou commerciaux, fait déjà l'objet d'activités dans le marché qui mettent des avantages déjà marqués et des normes comme Nouveau Climat qu'on souhaiterait bien sûr être avoir une notoriété, une utilisation plus grande, sont un exemple où l'enveloppe vraiment fait la différence. Mais je veux vraiment me concentrer plus vers les technologies qui font une différence au-delà de l'enveloppe. Les systèmes mécaniques aussi, donc les systèmes, par exemple, associés à la récupération de chaleur obligatoire et autres niveaux de ventilation minimale sont quand même très bien encadrés, malgré qu'il y a toujours aussi des avantages à amener de ce côté-là. Par contre, les contrôles, on parle très peu des contrôles, des thermostats, des systèmes qui permettent de contrôler différents systèmes et les choix technologiques, c'est-à-dire les clients sont par défaut attirés vers les solutions les plus simples encore aujourd'hui qui respectent les normes. Donc, c'est sur ces deux points-là que je veux attirer un peu l'attention sur des approches qui pourraient différencier ou du moins nous amener vers des horizons différents. D'ailleurs, à ce parti d'ici, je vais vous présenter quelques statistiques qui proviennent de nos propres sondages. On sonde environ à peu près à chaque 4 années environ 10 000 clients, voire même 12 000 clients sur leurs choix technologiques et leurs approches, et dont environ le cinquième, donc 20 de cette clientèle-là, sont des clients qui ont acquis une maison dans les 4 dernières années. Donc, ça donne un très bon pouls de la technologie choisie par ces clients-là lors de l'installation. Donc, sans trop de surprise, j'aimais ces stats-là pour montrer le shift qu'on a, désolé de l'anglicisme, mais le mouvement vers l'abandon, si on peut dire, de la maison individuelle vers l'attrait du condo ou du collectif. Donc, c'est des statistiques là, qui se projettent sur environ 10 ans et on voit vraiment une chute quand même assez importante sur les clients qu'on a sondés. Donc, les 2500 ou quelques clients qui ont eu des nouveaux abonnements ou des nouvelles installations, on voit vraiment une nette progression du marché du condo par rapport à la maison individuelle. C'est simplement une statistique pour montrer que, évidemment, la densité énergétique de certains nouveaux consommateurs peut sembler avantageuse suite à leur choix d'être collectif. N'empêche qu'il y a encore de l'opportunité, mais ça donne un esprit du mouvement qu'on a dans ce marché. Ensuite, qu'est-ce qui est utilisé par la clientèle pour se chauffer? Évidemment, je vous apprends rien en vous disant que le chauffage au Québec, c'est le gros morceau de la consommation énergétique. Et évidemment, on a une certaine stabilité au niveau de la plainte électrique. On pourrait voir une baisse, là, mais ici, la baisse est quand même pas très significative dans les 15 dernières années.
et une hausse quand même assez importante des thermopompes au désavantage des systèmes à air chaud. Une très bonne nouvelle. Et on peut aussi ajouter les planchers radiants comme étant une technologie qui ressemble beaucoup aux plaintes électriques au niveau technologique. Mais grosso modo, ça vous donne un esprit qu'encore aujourd'hui, les maisons neuves sont livrées essentiellement à 65 % équipées de plaintes électriques et toujours si peu ou très peu de clients choisissent la thermopompe lors de leur choix technologique. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est de zoomer un peu vers les stratégies de choix de système. Donc, quand même, si on regroupe les statistiques qu'on vient de voir et on les regarde au niveau centralisé versus décentralisé, vous allez voir dans quelques minutes où je veux en venir avec tout ça, mais c'est pour essentiellement montrer que encore 84 % des clients ont des systèmes qui ne sont pas centraux et donc qui ne permettent pas nécessairement d'installer des systèmes aussi efficaces que l'opportunité des systèmes centraux peuvent avoir. Donc, c'est une tendance que je trouve un petit peu inquiétante puisqu'on a une baisse. C'est l'abandon essentiellement du système des maisons construites dans les années au milieu du dernier siècle où on avait vraiment une prédominance du système central à la hauteur de 24 % du parc et qui chute drastiquement vers 21 % et qui chute vers le 16 %. Et là, je ne suis pas revenu en arrière encore plus, mais on pourrait même penser que dans les années 70 et 80, les chiffres étaient encore plus grands et plus écartés. Donc, et ici, je veux mettre l'emphase sur le contrôle. Donc, des statistiques encore sur la prépondérance ou non des thermostats programmables. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a on pourrait dire une stagnation ou une baisse même de l'occurrence de l'utilisation des thermostats programmables. Est-ce le fait que les clients trouvent l'utilisation peu propice ou peu rentable pour eux? Mais c'est quand même une baisse de 60 % en 2008 jusqu'à une valeur d'environ 42 % selon les sondages. C'est quand même une deuxième tendance inquiétante. Donc, on a à la fois l'abandon des systèmes centraux et on pourrait dire un essoufflement majeur des thermostats programmables dans l'utilisation des maisons neuves. Puis je vous rappelle ici, ce ne sont que la construction résidentielle, donc pas les maisons existantes, mais bel et bien seulement le groupuscule des maisons neuves. Donc, comment changer ces tendances? Je vous propose quelques pistes. Donc, pourquoi ne pas installer ou forcer l'installation de thermostats centraux communicants? Je me souviens d'une anecdote sur un promoteur justement qui nous avait rejoint pour dire j'ai besoin de me démarquer dans mon marché, qu'est-ce que je dois faire? On lui avait donné 2 suggestions. Livre tes maisons avec un thermostat communicant, entre parenthèses, un peu flyé à la Nest et Sinopé et autres. Et pourquoi ne pas l'obliger même pour toute nouvelle construction? C'est des surcoûts qui sont négligeables et qui pourraient permettre justement d'avoir des maisons ready, entre parenthèses, ou prêtes à faire des modifications plus dynamiques de leur consommation. D'autres, est-ce qu'on doit proposer ou même forcer l'utilisation de conduits d'air à partir d'une certaine taille de maison? Ce ne sont que des réflexions et des propositions, mais simplement pour essayer de brasser un peu la cage pour dire est-ce qu'on doit rester à 65 % de plaintes électriques et de l'oublier ou trouver un moyen à partir d'une certaine taille, à partir d'une certaine catégorie de maisons, forcer ou adapter la réglementation pour que les conduits d'air qui amènent une opportunité d'installer des thermopompes centrales et regrouper toute cette technologie-là au meilleur moment puissent être intégrés. Je continue avec pourquoi on a encore des climatiseurs au Québec. Un collègue même dans mon équipe a choisi de s'installer un climatiseur plutôt qu'une thermopompe, ne voyant pas l'intérêt et économisant quelques dollars au passage. Mais je crois qu'au Québec, on pourrait même se permettre que l'ensemble des produits vendus pourraient, par réglementation, être des thermopompes lorsqu'il s'agit de systèmes centraux ou de systèmes muraux. Et encore une fois, ce ne sont que des suggestions. Ou même encore, doit-on même obliger toute condition ou toute maison neuve de trouver le moyen d'avoir au moins une unité efficace, que ce soit une unité murale ou une unité centrale, pour forcer un COP un peu plus grand que 1,
C'est une activité d'ailleurs qui est proposée dans la feuille de route que le gouvernement fédéral met en place, mais qui veut d'ailleurs proposer à l'ensemble du Canada. Et pourquoi je propose de forcer un peu les thermostats communicants dans les nouvelles constructions? C'est un petit peu pour mousser l'opportunité de l'adoption des clients vers la tarification dynamique. Et je vous présente ici les premiers résultats préliminaires de la saison qui est en cours. Donc, pour votre information, on a environ 61 000 clients qui sont abonnés à la tarification dynamique résidentielle et commerciale cet hiver. Et roulement de tambour, les premiers résultats nous donnent un effacement moyen qui devra être corrigé, mais d'environ 65 mégawatts pour ces 60 000 clients-là, avec un effacement moyen d'environ 1,1 kW par maison. Et la statistique qui est je trouve la plus intéressante, c'est peut-être le taux de participation significatif qu'on mesure avec un effacement de 2 kWh ou plus chez chacun des participants, qu'on souhaite être plus élevé que les chiffres que vous voyez là, mais on a quand même haussé le taux de la première année vers la deuxième année d'environ 5 %. Donc, on est passé d'environ 35 à une moyenne d'environ 40 % d'une année à l'autre. Et si j'avais un souhait à faire, c'est d'avoir 100 % de ces clients-là qui feraient un effacement significatif, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Mais je vous rappelle que les abonnements à la tarification dynamique ou d'une certaine façon aussi à ceux qui s'abonnent à des technologies plus complètes comme ILO, nous permet de faire des effacements avec des investissements quand même très sobres et qui ne changent pas la maison en tant que telle, mais aussi on veut que le client puisse avoir un contrôle plus dynamique sur sa facturation et son utilisation d'énergie. Donc, c'est dans cette optique-là que je souhaite peut-être que la réglementation, justement, puisse s'adapter et permettre à ces nouveaux clients-là d'avoir des maisons qui seront déjà prêtes dans le futur à être admissibles à la tarification dynamique, qui, je vous rappelle, on souhaite augmenter le nombre de clients d'une année à l'autre et atteindre et avoir un abonnement ouvert à tous dans les prochaines années le plus tôt possible. Mais je crois que l'année prochaine, on souhaite déjà avoir 30 000 clients supplémentaires. Donc, avez-vous intéressé? Je vous invite à vous inscrire dans la liste d'attente si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, donc ça fait essentiellement le tour de mes suggestions. Et c'est vraiment pour un peu brasser et suggérer des approches différentes pour le marché de la construction neuve résidentielle. Voilà, à toi, Pierre-Olivier. Merci beaucoup, Étienne. Très intéressant. On va changer de secteur pour aller dans les biocarburants avec Patrice Mangin, qui est professeur titulaire à la chaire bioéconomie bioénergie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On va passer dans un secteur très important les bioénergies au Québec. On a souvent tendance à l'oublier, mais on tenait à ne pas le faire cette fois-ci. Et Patrice, donc la parole est à toi pour les 15 prochaines minutes. Merci beaucoup. Laissez-moi partager l'écran. C'est parfait. Voilà. OK. Je vais peut-être aussi couper ma vidéo. Bon, maintenant, je vous ai vus tous. Bonjour à tous, à toutes et à tous, je devrais dire. Merci, Pierre-Olivier, pour l'invitation. Le mandat qui m'a été donné est tout un défi en soi, puisque, bon, évidemment, comme le disait Pio, c'est pas trop le thème. On a tendance à oublier la bioénergie, la biomasse. Donc, faire le portrait en 15 minutes des défis de la filière de la bioénergie au Québec, avec bien entendu une emphase sur les aspects réglementation, je devrais dire plutôt les besoins de réglementation. Je tiens aussi à préciser que mon analyse est basée, entre autres, sur la feuille de route 2030 de l'AQPER, à laquelle j'ai eu le plaisir de travailler comme coprésident du comité bioénergie. Et je dois donc remercier Gabriel Durani, le PDG de l'AQPER, de m'avoir autorisé à utiliser quelques-unes des diapos de la feuille de route. Donc, bien entendu, le défi des sites 2030 en est un de comprendre l'importance et la complémentarité des diverses filières énergétiques vertes. Peu importe d'ailleurs les hypothèses utilisées, la transition énergétique implique, on le sait tous, une forte hausse de la production d'énergie verte. Une hausse qui va s'accélérer avec les années au-delà de 2030 vers l'horizon 2050. Au-delà de mon poste de professeur, je suis un peu entrepreneur pragmatique avec un fort biais que j'assume vers l'utilisation intelligente
de la biomasse renouvelable. Le défi est conséquent. Donc, en passant, selon le rapport Dunsky, on va écouter M. Dunsky, donc Philippe tout à l'heure, qui a été la base de notre analyse, le besoin en production de bioénergie pour 2030 sera de 96 pétajoules ou encore 26,5 TWh. Comme scientifique, moi je préfère les joules, c'est une unité d'énergie qu'on ne mélangera pas avec les puissances. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers, péta c'est 10 à la 15, donc 1 milliard de mégas. Tout le monde connaît les mégas, évidemment. Le téra, c'est 1 million de mégas. Donc, parlons un peu de la biomasse, qui est une manière hyper efficace qu'a choisi la nature pour emmagasiner, pour entreposer l'énergie du soleil. Donc, la bioénergie va permettre d'utiliser, de la relâcher sous forme de chaleur ou en cogénération, avec production de chaleur et d'électricité, ou en produisant un gaz naturel renouvelable, voire même de l'hydrogène. C'est donc un vecteur d'énergie renouvelable. Cet aspect renouvelable est par ailleurs, je dirais, réglementé dans l'Union européenne. Pour les curieux, c'est l'article 2B de la directive européenne SER 2001 déjà, 77 CE, ou le document du comité donc, européen de normalisation de juillet 2005. Au Canada et au Québec d'ailleurs, nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons au moins de bonnes définitions, même si parfois elles sont incomplètes, pour éventuellement normalisation ou standardisation. La définition de la biomasse ne prend pas en compte l'aspect renouvelable, qui est pourtant défini par l'annexe 18 du Executive Board, du Clean Development Mechanism de l'ONU. La bioénergie est uniquement considérée comme de la chaleur et d'électricité, surtout de la cogène. On peut même être surpris que selon ces définitions, les biocarburants soient un sous-ensemble des bioproduits, mais ça peut se défendre quelque part. Je dis souvent que si le gouvernement du Québec investissait dans la filière de la bioénergie, un maigre 10% des investissements qui ont été investis dans la filière de l'hydroélectricité, nous serions au Québec les rois du pétrole vert, vert comme la plupart évidemment des biomasses végétales. La biomasse doit être considérée au niveau d'une densité énergétique surfacique et en ce sens, elle ne peut compétitionner avec des énergies fossiles à densité plus élevée, ni bien entendu avec l'hydroélectricité, qui reste, nonobstant les argumentations sur les surplus ou pas, disponible et à bon marché au Québec. En effet, la biomasse reste chère, elle est coûteuse à transporter, et c'est vrai globalement, pas seulement au Québec. Il est par exemple tout aussi impossible de compétitionner avec le gaz naturel ou le gaz de schiste, qui reste aussi peu dispendieux et dont les réserves sont impressionnantes, comme on peut le voir évidemment sur ma diapo. Concernant le biogaz ou le gaz naturel renouvelable, la demande d'une teneur minimale de 5% en 2025 devrait profiter à la mise en route de nouveaux projets en fonction de la prévisibilité des marchés qu'elle donne, qu'elle procure. Pour 2030, un mandat de 10%, on parle d'une demande additionnelle de 19,5 pétajoules ou encore 515 millions de mètres cubes normalisés de GNR. En tenant compte des capacités de production existantes et planifiées à l'horizon 2022, si toutes ces capacités existantes et annoncées étaient utilisées au Québec, les besoins seraient d'environ 12 pétajoules. Notez aussi que dans le tableau, les hypothèses de projet sont là pour donner un exemple. On aurait également pu indiquer 20 projets agricoles et un peu moins de grands projets. Malgré tout, il est clair qu'il faudra beaucoup de projets, donc une réglementation qui va devoir être favorable pour démarrer ces projets. La réglementation devrait entre autres pouvoir faciliter l'accès aux intrants agricoles et ICI avec une harmonisation nécessaire de l'encadrement pour l'utilisation du GNR. Il faut aussi pouvoir injecter le GNR dans les gazoducs. Comment? Et sinon, que fait-on? La QPR propose d'ailleurs au gouvernement de lancer un programme pour des projets agricoles dès l'automne de cette année. Concernant les SPID qu'on connaît tous au Québec, on pourrait penser à établir un protocole de crédit compensatoire à la biométhanisation et l'épandage. La réglementation devrait considérer aussi le déploiement de projets de seconde génération, donc on parle là de biomasse, et j'ai inclus la production d'hydrogène à partir de matières résiduelles forestières, incluant même les écorces enfouies. C'est vraiment une question de législation,
mais le potentiel est vraiment, comme on le voit dans mes données en dessous, énorme. Ce qui m'amène d'ailleurs à la production de chaleur à partir de biomasse, car tout le Québec, comme on le voit dans la carte, n'est pas desservi par des gazoducs. Il se trouve que les régions qui sont mal desservies bénéficient, elles, de bonnes quantités de biomasse. L'usage de la biomasse peut ici réduire l'utilisation des combustibles fossiles au même titre que le GNR. C'est encore là complémentarité. Le gouvernement peut aider par une réglementation appropriée et même servir d'exemple pour structurer la demande par région. C'est une des bases de l'économie circulaire potentielle des régions priorisées ou telles que je l'indique. Le potentiel pour l'utilisation chaleur de la biomasse, là encore en estimant à partir de projets existants ou proposés, et surtout des besoins potentiels, serait de 17 pétajoules. Fameux, je dirais, scénario C de Dansky encore. Les prévisions tiennent compte de toute la consommation existante dans les secteurs résidentiels et industriels. Pour réussir, en plus de l'exemplarité de l'État en la matière, l'encadrement de l'approvisionnement et la bonification des programmes de subvention sont nécessaires. La question d'ailleurs qu'on me pose souvent, est-ce que nous avons la biomasse nécessaire? La réponse est positive. Les chiffres présentés ici parlent d'eux-mêmes. Au Canada, environ 70 millions de tonnes anhydres par année. Ce sont des résidus forestiers ou de perturbations naturelles essentiellement non utilisées, indépendamment de l'exportation des granules, je dirais, vers l'Europe surtout. Ceci sans compter la biomasse agricole, que je connais, je dois dire, un peu moins bien. Juste au Québec, nous avons un potentiel de près de 7,7 millions de tonnes disponibles selon le forestier en chef. Pour ma part, avec les études qu'on a faites dans le projet BELT, je considère que seuls 5 à 6 millions de tonnes sont vraiment exploitables pour des considérations à la fois économiques et environnementales. Au Québec, la majeure partie de cette biomasse n'est aujourd'hui pas utilisée. C'est dans ce domaine, surtout forestier, que la réglementation devra s'adapter à cette nouvelle réalité économique et environnementale. Nous parlons aussi d'une révision même du régime forestier, en plus de standardisation, de crédits pour la collecte de la biomasse, qui favoriserait la remise en état des sols forestiers, d'augmenter le diamètre de coupe du bois commercial, qui améliorerait l'efficacité des scieries et réduirait la production de déchets de scieries. Un des points majeurs, outre une clarification de la production et de l'exportation des granules, serait de viser une certaine standardisation des biocombustibles, mais surtout des biocarburants. Ce qui est mon dernier point de la bioénergie, probablement le plus médiatisé, car il impacte directement les émissions de GES au niveau des transports, bien entendu, comme nous le démontre et le répète année après année Pierre Olivier, et c'est là que le bas blesse le plus. Merci d'écouter Pierre Olivier et surtout d'agir en conséquence. J'adore et je supporte et je respecte les discours enthousiastes de nos politiciens, mais au niveau des biocarburants, les efforts mettent encore, à mon avis, trop de temps à se concrétiser. Pourtant, il y a une urgence d'agir et l'électrification des transports est une partie importante, certes, mais qu'une partie de la solution. La contribution des biocarburants de la biomasse est, toujours à mon humble avis, trop souvent reléguée à l'arrière-plan. Je n'irai pas dans le détail des stratégies de production des biocarburants, ça peut se faire à petite échelle, comme vous le voyez à gauche, ou à grande échelle, comme le projet BELT et de bioraffinerie à La Tuque. Il faut cependant comprendre que ce ne sera pas l'industrie forestière qui réalisera ces grands projets, et ce pour diverses raisons. Ce n'est pas leur métier non plus d'opérer des raffineries. Ce sont des projets à haute intensité en capital pour les pionniers, supérieurs aux milliards de dollars, dans un marché de commodités, avec des marges faibles et une certaine volatilité des prix. Des projets comme BELT à La Tuque pour la production des biocarburants, ou même H2V à Bécancour pour la production massive de biohydrogène vert, sur lesquels d'ailleurs je travaille dans le cadre de ma chaire, ont certes changé la donne, mais leur succès dépend en grande partie des politiques et des législations. On sait gérer les défis technologiques, la logistique et les coûts de la biomasse, pour peu que la législation, là encore, y soit favorable. Le projet de règlement pour l'obtention d'une teneur minimale en 2030 de 15% dans l'essence et 10% dans le diesel amène une demande additionnelle d'environ 34,5 pétajoules en 2030. C'est un peu plus dur ici à évaluer parce qu'évidemment,
l'énergie, essence, diesel, ça dépend évidemment des grades et tout le reste. Les projets actuels ou annoncés représentent, avec ce règlement minimaliste, environ 16,2 pétajoules ou 560 millions de litres. Une révision du mandat pour ajouter 25 pétajoules pour un potentiel additionnel. Nous proposons ici une révision du règlement aux alentours de 2023. Car beaucoup d'autres pays font mieux. Et c'est ces pays qui vont attirer les investissements qui manqueront au Québec, alors que nous avons les moyens, chez nous, on a la biomasse, on a l'hydroélectricité, pour réaliser de grands projets. Au Québec, il nous a fallu près de 3 ans et demi, plus diront certains, pour obtenir un projet de mandat avec vision 10 et 15%, sachant que ce mandat n'est pas encore acté. Pendant ce temps, d'autres pays avancent en s'alignant plus ou moins sur la Californie, qui a été un leader dans le domaine. L'année dernière, même la Finlande annonçait un mandat de 30%, et même la Colombie-Britannique envisage une réduction de 20% de l'intensité carbone des carburants. Elle va ainsi au-delà même de la Californie. Où vous pensez que les investisseurs vont aller? Au Québec ou en Colombie-Britannique? L'adoption d'un règlement de teneur minimale 2030 avec cible intermédiaire est donc une cible pour le mandat, mais elle devra dans une deuxième étape s'accompagner d'une norme de carburant propre québécoise, le fameux en anglais, je m'en excuse, le Low Carbon Fuel Standard. Je proposerais qu'elle soit d'ailleurs, si possible, conforme aux propositions fédérales afin d'avoir une certaine harmonisation. Le pourcentage de biocarburants renouvelables intégrés aux carburants fossiles doit s'accompagner nécessairement d'un moyen d'évaluer la réduction réelle en GES. Ça devra inclure une mécanique de révision du règlement de teneur minimale en fonction des nouveaux biocarburants disponibles, afin d'y inclure tous les nouveaux carburants de deuxième génération et même l'hydrogène. Pour le projet BELT, en passant, on a été quelque peu surpris d'apprendre qu'il n'y avait pas de zonage qui existait pour qualifier une bioraffinerie forestière. Finalement, pour que la filière soit compétitive, le gouvernement, après la prolongation des crédits d'impôt à la production de biocarburants, pourrait éventuellement augmenter les crédits pour être compétitif avec les RIN, les Renewable Identification Number des Américains, pour qu'on utilise ces biocarburants chez nous. Mon dernier message cible un domaine que beaucoup considèrent aujourd'hui comme une filière d'avenir pour le vecteur énergétique, c'est bien entendu l'hydrogène vert. En me basant sur l'International Energy Agency, qui voyait dès 2006 le potentiel de production d'hydrogène vert à partir de diverses biomasses, mon message est encore de complémentarité entre les différentes filières de production. Au Québec, le gouvernement ne voit pour l'instant que la filière de production par voie électrique, et c'est dommage, et le gouvernement fédéral s'aligne surtout sur le vaporeformage du gaz naturel, et captage ou utilisation du CO2 fossile émis, et c'est encore plus dommage. Pourtant, la biomasse permet la production massive d'hydrogène avec 5,25 fois moins de demande en énergie électrique, et pour cause, comme je le disais au début, l'énergie est ici fournie par la biomasse. L'énergie de la biomasse, c'est de la terre et du soleil. Il n'y a qu'un seul projet actuellement en développement au Québec, celui de H2V Énergie à Bécancour. Et pour être complet, il me fallait à minima, vous le mentionnez, comme conclusion. Donc j'espère avoir partagé avec vous mon enthousiasme pour la bioénergie, la biomasse. Je vous remercie de vos attentions. Et puis des questions, moi j'en ai des milliers, donc je les prendrai toutes. Merci à tous. Merci beaucoup, Patrice. Très intéressant. Il y a des questions pour toi. Je vais cependant commencer par des questions pour Étienne Saint-Cyr parce que dans le chat, on s'active énormément sur la tarification dynamique. Donc, je vais essayer de résumer les questions. Puis si c'est mal résumé, vous pourrez intervenir dans le chat ou je vous donnerai la parole. Mais en gros, Étienne, on demande, est-ce que les cibles d'effacement, c'est quoi les cibles d'effacement que la tarification dynamique a? Parce que tu as mentionné l'effacement que vous avez obtenu, mais est-ce qu'il y a des cibles? Il y en a aussi qui demandent, Valérie Patreau demande, quel gain pour les usagers est-ce que offre la tarification dynamique? Moi, j'ai troisième question un peu reliée, j'ai envie de te poser, qu'est-ce qui empêche Hydro-Québec dès aujourd'hui ou dès l'hiver prochain d'ouvrir la tarification dynamique à tout le monde? Pourquoi mettre des contraintes si c'est ce qui est souhaité que nous adoptions? Je vais répondre à la première question rapidement. Au niveau des gains moyens, je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui a répondu
un gain d'environ 135 Bravo, M. Théoret. Donc, essentiellement, la moyenne, à ma connaissance, si je me souviens bien, parce que le tarif flex se poursuit jusqu'au 31 mars prochain. Donc, les économies pour les clients qui sont à cette option-là, je n'irai pas dans le détail de comment fonctionne le tarif, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais essentiellement, la moyenne, je crois, de l'année passée tournait autour d'environ 60 d'économie moyenne. Et actuellement, pour les clients où on était rendu, c'était autour de 40 avec la fin de la saison qui s'en vient. Donc, c'est la moyenne. Évidemment, c'est un reflet des gains peut-être très sobres de certains clients, peut-être 50 à 60 des clients qui se voient faire peut-être les mauvais gestes et qui se retrouvent avec des économies très sobres, peut-être de l'ordre de 10 ou moins. Et peut-être même certains qui n'ont pas nécessairement les bonnes applications pour le flex et qui ont des surplus dans leurs tarifs. Mais bon, certes, on a donc l'objectif d'avoir un gain les plus importants possible et d'obtenir aussi et de fournir aux clients les meilleures suggestions pour que les gains soient récurrents à chaque année. Quels sont les objectifs maintenant? Pour l'instant, on n'a pas cité d'objectif. L'objectif initial était d'environ 1,5 kW par client participant. Et il s'avère que les clients qui participent, donc le 40 des clients les plus actifs, on se retrouve avec des moyennes qui dépassent le 2 kW par habitation. Donc, on aimerait bien avoir donc, un effacement beaucoup plus complet. Donc, on a vraiment un défi qu'on souhaite relever de prendre 60 des clients qui font peut-être les mauvais gestes et de les ramener dans le giron des clients qui font les bons gestes parce qu'effectivement, il y a moyen de faire des petits, des moyens gestes que j'appelle pour arriver à faire un effacement et qui ont un impact sur la facturation, essentiellement. La troisième question à nouveau, Pierre, Olivier, c'était pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le généraliser et l'offrir à tout le monde? Bien, c'est ça. Donc, on est dans une courbe. Nos outils pour l'adoption et le traitement des demandes, on se voulait prudent pour éviter d'avoir une ouverture à grande échelle et d'être prêt avec un raz-de-marée. Pour l'instant, la courbe d'adoption va très, très bien et ça nous permet, avec nos services à clientèle et les services informatiques, de livrer la marchandise à tous ceux qui ont participé. Mais soyez sans crainte, l'ouverture à un plus grand bassin de clients ne devrait pas tarder et on peut prétendre que dans les 2 ou 3 prochaines années, les tarifs vont être ouverts à l'ensemble de la population avec un maintien des étapes de recrutement dans les prochaines années qui ne sera pas encore ouvert à tous, mais ouvert à tous les intéressés. Voilà. Je sais pas si ça... Mais si c'est des bonnes choses, comment est-ce qu'on peut avoir un raz-de-marée de bon comportement? Non, le raz-de-marée n'est pas sur le bon comportement et vraiment sur la gestion du service à clientèle. Alors, on a effectivement, on souhaite un raz-de-marée de bon comportement, c'est très bien dit, mais la limite est sur nos services informatiques et nos services à clientèle qu'on veut nécessairement ne pas faire déborder de questions et on doit évidemment former nos propres équipes à s'adapter à ces questions nouvelles auprès de la clientèle. Donc, c'est un défi de ne pas avoir et ne pas nécessairement alimenter uniquement des questions de ce style-là si on avait une uniformité complète sur la question. Voilà. Il y a des questions qui reviennent là-dessus. Alors, je vais les poser. Viviane Oui. souligne que de nombreuses personnes ont eu des factures plus élevées avec le tarif flex que si elles avaient le tarif régulier. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer cet enjeu-là? Donc, je n'ai aucune idée c'est quoi exactement le volume, effectivement, mais c'est le risque que le tarif flex peut apporter si les clients, le tarif, je vous rappelle, qui a été avec justement la collaboration de la Régie de l'énergie il y a quelques années, basée sur une neutralité tarifaire. Donc, essentiellement, si les clients font absolument rien et maintiennent leurs activités habituelles, on se retrouve avec une facture D ou flex similaire. Mais évidemment, si par exemple, les clients ne remettent pas en question certaines de leurs habitudes, comme le recul nocturne, c'est-à-dire l'habitude de baisser la température la nuit et de la rehausser au moment des pointes en matinée, ce qui fait des économies d'énergie, je vous le rappelle, mais qui est contre-productif pour la gestion de puissance. Bien, si les clients, on a fait des analyses, les clients qui ont une habitude comme celle-là et qui s'abonnaient au flex sans changer leurs habitudes se retrouvaient avec une facture supplémentaire. Donc,
C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on a introduit le crédit qui, lui, n'a aucun risque. Si les clients ne participent pas, ils se retrouvent avec la même facture essentiellement qu'ils avaient auparavant, même peut-être certains petits crédits ici et là sur certaines approches qu'ils ont pu mettre. Mais le flex, on a quand même été très clair qu'il s'agit d'un tarif où les clients doivent être habilités à faire des changements importants sur leur consommation. Mais malheureusement, on ne voit pas, vous avez vu dans mes stats, on a un taux d'occurrence d'effacement similaire entre le flex et le crédit, ce qui m'a semblé dans les premières conclusions une surprise où j'avais prévu une occurrence beaucoup plus importante des effacements importants pour le tarif flex, qui reste une information à développer ou à creuser, puisqu'on a encore de la difficulté à comprendre qu'est-ce que les clients font ou ne font pas bien. Mais à ce sujet, on a aussi ouvert un forum de discussion à partir de tous nos clients où on souhaite les amener vers un fil de presse, on pourrait dire, sur les bons gestes et les bons trucs à prendre sur les différentes approches d'amplification dynamique. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui. Il y a des questions pour Patrice. Si tu permets, je vais passer à Patrice. 2 questions, Patrice. La première, c'est de Franklin Gertler qui demande si on met 10 à 15% de biomètre de GNR dans le système, on va avoir le reste pour le gaz naturel, on va avoir du gaz de schiste. Et comment est-ce qu'on gère alors cet apport de GNR si en bout de ligne, c'est à long terme pour soutenir du gaz naturel fossile dans le système? C'est sa question que je te pose. Je dirais que le défi, surtout ici, est au niveau d'énergie, qui, au niveau donc, du gaz naturel renouvelable, il y a 2 façons de le faire. Il y a évidemment la biométhanisation, qui est standard, et puis il y a la deuxième façon de le faire, qui est à partir, je dirais, de biomasse forestière ou agricole sans biométhanisation, essentiellement dans des techniques, on va dire, de gazification ou autres. Bon, le défi, si on regarde d'ailleurs les données d'énergie, on aurait pour remplacer tout le gaz naturel, au Québec par du gaz naturel renouvelable, on aurait des problèmes de biomasse. Okay, il faudrait pratiquement prendre toutes les résidus forestiers, et puis on aurait des compétitions donc, au niveau des coûts d'approvisionnement, puisqu'il y en a qui veulent faire des biocarburants, d'autres du gaz naturel renouvelable. Donc le défi, vraiment, il vient de là. Et puis malheureusement, je dirais, on a vu d'ailleurs récemment, je veux dire, dans les nouvelles, ce qui se passe au niveau du gaz de schiste. On va prendre l'exemple de la TUC. Hein, je travaille avec Bioénergie la TUC, donc juste à côté. Ils sont, je dirais, eux, favorables à avoir ce gaz fossile. Pourquoi? Parce que ça donne, je dirais, à la TUC à peu près 10 millions de plus par année. C'est une toute petite municipalité. Donc, c'est vraiment une question de politique et de réglementation, mais bien savoir, avec toutes les spécialités pour énergie, qu'on n'a pas suffisamment de biomasse. On n'a pas suffisamment de biomasse. Non, la reine de notre chiffre, ne marche pas. Qu'on n'a pas suffisamment de biomasse au Québec pour avoir du 100% de GNR. Merci de la précision. Une autre question liée pour toi, Patrice, pardon. Le gouvernement fédéral arrive avec le règlement sur les combustibles propres. Et est-ce que ça peut, d'après toi, c'est quoi l'impact sur les biocarburants au Québec ou le marché québécois? C'est de fait une excellente initiative de la part du fédéral que j'aimerais voir accélérer au niveau du Québec. Et la raison est fort simple. Si vous avez un mandat, donc on va dire volumétrique, okay, pour les gens qui sont moins habitués au domaine, dire on remplace 10%, on mélange 10% d'un carburant dit renouvelable dedans. Mais on n'a pas encore donné quel était au niveau de ce carburant renouvelable sa réduction en intensité carbone, donc son impact sur les GES. S'il y a une réduction d'intensité carbone de 90% à 10%, ben vous aurez un rendement global de 9%. Si au contraire, il n'a que 60%, il sera moins intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue marché? Il existe aux États-Unis des biocarburants, donc des biodiesels entre autres, qui n'ont pas, je dirais, des réductions d'intensité carbone de 90%, mais qui sont plus proches de 60%, et même des fois moindres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les meilleurs carburants vont être utilisés dans les provinces qui demandent, je dirais, une réduction d'intensité carbone
importantes ou intéressantes, et on aura au Québec, entre guillemets, le plus mauvais biocarburant au niveau de la rédaction des GES. Donc, cette normalisation au niveau de la réduction donc, des GES, qu'on appelle le Low Carbon Fuel Standard, est très important pour savoir vraiment et pouvoir calculer en bout de ligne l'impact de réduction des émissions de GES, et ça aura un impact sur le marché. Donc, pour le Québec, je le vois d'une manière favorable, parce que ça va favoriser effectivement les meilleurs carburants qu'on est capable de produire au Québec par rapport, je dirais, à d'autres produits qui viendraient du marché américain. Merci, Patrice. Dans le chat, à moins que j'en ai raté, j'ai l'impression que les questions se sont taries. On a officiellement un peu dépassé de 5 minutes la fin du temps, mais comme on a dépassé un petit peu, je veux laisser de la place à des questions. Donc, je pense que ceux qui veulent, on peut continuer encore 5-10 minutes s'il y a des questions. Et ben, j'inviterai les gens à prendre la parole, ouvrir leur micro et leur caméra s'ils le veulent, et prendre la parole. Johan? C'est Étienne, Pierre-Olivier. J'ai Oui. vu une question quand même intéressante sur est-ce qu'on ne pourrait-on pas penser de mettre les 3 500 000 ménages à profit de la tarification dynamique pour avoir 7 000 mégawatts d'effacement? Mais je tiens à préciser que la plupart de l'effacement qui est créé par la tarification dynamique est un déplacement et non pas un effacement. Et évidemment, c'est bien beau s'effacer de 7000 mégawatts, mais encore faut-il prévoir la reprise qui se fait à la fin de la période. Donc, ce défi de reprise est réel. Et lorsque les systèmes repartent, il va y avoir probablement, s'il y a une si grande adoption, ça va simplement déplacer la pointe à un autre moment de la journée, soit vers peut-être 9 ou 10 heures. Ce qui serait contre-productif. Donc, il va y avoir toujours un objectif de lisser la pointe le mieux possible. Et c'est pour ça aussi qu'on est bien conscient qu'on ne sera pas nécessairement en mesure de rejoindre 3,5 millions de clients. Voilà, donc c'était ça que je voulais ajouter. Et il y avait, je pense, une autre question. Ah oui, sur qu'est-ce qu'on fait comme encadrement pour justement s'assurer que les clients font les bons gestes. C'est Mme Méthode qui posait la question, mais le site web est quand même rempli de bons conseils. On met l'emphase sur le chauffage. Et pour tous ceux qui sont à l'écoute, réussir à faire d'un effacement mesurable à l'aide de quoi que ce soit d'autre que le chauffage est faisable. Mais quand on chauffe à l'électricité, c'est 80 voire 90 % de l'effacement qui peut être lié à un changement de comportement au niveau du chauffage et possiblement à baisser de façon assez significative de quelques degrés la température de l'ensemble de la maison pour arriver à faire des gains qui sont mesurables par le processus. Voilà. Mais alors, moi, ça m'amène à te poser une question supplémentaire, Étienne. Est-ce que tu dis sur le fait du déplacement et de la reprise, est-ce que ça ne militerait pas en faveur, comme Sylvain l'a mentionné, d'avoir, avec les appels de puissance et de la charge, est-ce que ça n'appellerait pas à avoir une tarification sur la demande, sur la puissance appelée, pour justement éviter, amener un incitatif à lisser à même le consommateur sa reprise et à ne pas avoir justement cette reprise et cet appel de puissance retardé? Bien, le problème, c'est que l'appel de puissance en question qui serait appelé lors des reprises est probablement le même qui aurait été en vigueur quelques heures ou quelques minutes avant, pendant la nuit. Donc, le mesurage de la puissance serait peut-être envisageable, mais encore faudrait-il qu'ils soient encadrés à des heures spécifiques, encore un peu comme la tarification souhaite le faire, mais de façon un petit peu inversée. Donc, on souhaite vraiment mettre l'emphase sur un signal de prix sur la puissance qui est plutôt un crédit plutôt qu'un appel. Et les approches pourraient peut-être scinder le parc à un certain moment entre deux périodes d'heures, ceux qui préfèrent s'effacer le matin, plus tôt le matin, d'autres qui préféraient peut-être s'effacer légèrement plus tard. C'est des approches comme ça qui pourraient être mises en place pour justement optimiser le profil ou la période de pointe et de la lisser encore plus vers les périodes moins achalandées là, du creux de la nuit ou du midi
À titre d'indication, l'hiver, on a environ un écart de 5000 mégawatts, très grosso modo, là, lors des journées les plus froides, entre la pointe du matin ou de l'après-midi avec le creux du midi. Donc, c'est environ cet espace de manœuvre-là qu'on a pour subvenir à tous les besoins de chauffage. Et malheureusement, ça serait le fun que les projets d'efficacité énergétique puissent combler ce besoin-là. Mais je vous rappelle que lors des très grands froids, les systèmes efficaces comme les thermopompes ont peu de performances, sauf quand elles sont géothermiques. Mais évidemment, un parc géothermique résidentiel important, nécessitera des investissements qui sont bien trop importants. Donc, ce lissage-là et l'opportunité des maisons neuves, justement, d'avoir l'accès à ce lissage-là, me semble être la meilleure voie pour, mettons, la meilleure voie cost-effective pour avoir des gains importants à un coût raisonnable. Étienne, il y a quelqu'un qui, Roi PI8 dit, est-ce que les véhicules électriques vont rendre la tarification dynamique plus intéressante compte tenu que la recharge peut se faire la nuit? Très, très bonne question, mais oui, si j'avais un véhicule électrique, ce n'est pas encore mon cas, mais la tarification flex devient particulièrement intéressante pour un client qui utilise le véhicule électrique et qui peut simplement programmer sa borne de façon à être désactivé même tous les jours, à la limite, simplement, là, pendant les périodes de pointe et recharger après 9 heures ou après 8 heures le soir ou même en plein creux de la nuit. Il se verra des économies de l'ordre de 20% littéralement sur sa facture pour lier à la recharge de son véhicule en programmant sa borne de recharge ou son véhicule lui-même à ne pas utiliser la recharge pendant les heures de pointe. Et donc, oui, pour la consommation qui est quand même significative quand on a un véhicule électrique, pour ceux qui en ont dû voir la différence quand même dans leur facture électrique, l'opportunité d'avoir le FlexD pour déplacer cette charge-là à des moments opportuns est encore plus grand. C'est moins évident avec le crédit puisqu'on regarde la référence et comme la recharge peut être faite à des différents moments, ça peut être moins gagnant, mais au niveau du flex, l'intérêt pour les propriétaires de véhicules électriques est indéniable. Et les trucs sont aussi donnés pour cette charge-là dans nos sites web. Et est-ce que Hydro-Québec s'y retrouvera financièrement si les gens ont des véhicules électriques et diminuent leur facture de 20%? Est-ce que Québec sera financièrement rentable? Les analyses économiques regardent toujours ça de façon, j'appelle ça holistique, mais on regarde l'ensemble de la consommation et la tarification dynamique a démontré sa rentabilité pour déplacer la charge à des moments. Et on l'a vu dans le graphique qui a été présenté que la charge est fortement accentuée pendant les heures de pointe en après-midi. Et toute charge qui est déplacée à un autre moment que cette pointe-là en après-midi vaut la peine d'être faite. Donc, oui, le 20% de réduction est judicieux pour cette charge-là. Et malgré tout, encore une forte proportion des clients ne changeront pas leurs habitudes, malheureusement. Et on pourra retrouver, en parenthèse, la facturation habituelle. Mais la tarification dynamique est vraiment conçue pour encourager ce type de changement-là et la facturation est le reflet de cet avantage-là. Merci. Joanne Whitmore a posé une question, mais je pense que Patrice a répondu sur le chat. Je vais laisser la possibilité à une dernière personne de prendre la parole ce matin pour poser une dernière question à un des 4 panélistes, s'il y a quelqu'un qui veut poser la parole, poser une question. En fait, ça n'a pas été répondu, Pierre-Olivier. Alors, vas-y, Joanne. C'est juste rapidement, Patrice, je voulais savoir, parce que vous n'avez pas vraiment touché la question du biogaz, seulement du gaz naturel renouvelable, mais vous avez mentionné que le volume de la biomasse potentielle, en tout cas là où il y en a de plus, coïncide pas toujours avec le réseau gazier existant dans le contexte québécois. À ce moment-là, est-ce qu'il y aurait quand même un intérêt à exploiter le biogaz pour une consommation locale, puisque peut-être sans aller jusqu'à la production de GNR, il peut quand même avoir une utilité pour le biogaz. Puis je vais juste faire entre parenthèses, parce qu'on parle beaucoup sur l'électrification des transports et tout ça, mais de juste noter que pour les discussions des tables rondes pour le volet 2, on peut aussi toucher sur la réglementation qui touche la gestion de la demande du transport. Donc, ça ne sera pas juste limité à l'électrification, juste pour qu'on soit conforme. Oui, donc merci Joanne. La question est vraiment, je dirais, extrêmement complexe et puis il y a plusieurs facettes à la réponse.
Comme je disais, j'ai vu que j'ai fait plusieurs missions économiques, donc en Finlande, où c'est très, je dirais, populaire, ce qu'on appelle des systèmes de cogénération et conduite de chauffage dans des municipalités pour chauffer, je dirais, non seulement, je dirais, des bâtiments institutionnels, commerciaux et industriels, mais même des résidences. Et ils utilisent donc de la biomasse pour se faire, en quête directement. Donc, faire du gaz naturel, je dirais, renouvelable dans les régions où il y a énormément de résidus forestiers, la première question à se poser serait d'abord de dire, bon, ben, pourquoi pas y aller directement avec la cogène? Donc, ça coûtera beaucoup moins cher d'un point de vue économique et on aura le même résultat. Maintenant, il y a l'autre aspect aussi, parce qu'on a quand même beaucoup de biomasse, et Énergir veut augmenter au-delà de 10%, donc il va falloir, entre guillemets, trouver un moyen économique en caisse, si on produit donc beaucoup de biogaz, gaz naturel renouvelable, on va dire, dans les régions, de pouvoir le vendre ou l'inclure dans le réseau en quai des gazoducs. Donc là, évidemment, ça peut vouloir dire étendre des gazoducs ou comprimer le gaz, le descendre, je dirais, dans les régions ou dans un endroit où il y a un gazoduc, etc. Il faudrait voir un peu tout le bilan GES de cette affaire-là. Donc, comme je dis, ce n'est pas une question où j'ai une solution immédiate à ce genre de choses. Au niveau des réseaux locaux, pourquoi passer par le gaz? La cogène fonctionne très bien, okay, elle coûte moins cher. Maintenant, évidemment, si on en a trop, ben, qu'on peut faire du gaz, le vendre, est-ce qu'on doit le comprimer? Si on le comprime et qu'on l'envoie, ben, il y a des pertes d'efficacité au niveau de l'énergie. Donc, est-ce que le bilan est vraiment intéressant? Donc, au-delà, je veux dire, des grandes annonces de dire qu'on veut 50% de gaz renouvelable avec le gaz naturel, il faut répondre d'abord à toutes ces questions. Donc, je suis désolé, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de réponse plus précise en l'instant, mais on travaille, on analyse au niveau de la biomasse, donc toutes ces pistes de solutions. On arrivera probablement à des réponses plus précises d'ici 1 an ou 2, en fonction de la question que vous m'avez posée. Merci beaucoup. Merci Patrice, merci Sylvain, merci Étienne. On va clore notre matinée maintenant. Revenez à 1h pour les 2 présentations de Richard Kaufman et de Philippe Donsky. Là, cet après-midi, de 1h à 1h45, ça va être en anglais. On a demandé à Philippe Donsky de présenter en anglais pour que Richard Kaufman, qui vient de New York, qui ne parle pas français, puisse bien comprendre et bien suivre la présentation de Philippe. Donc, bon lunch. Revenez-nous à 13h pour la dernière partie de cette matinée, cette journée sur la réglementation de l'énergie au Québec. Alors, à tout à l'heure et au revoir.